tout le monde est sous pression dans ce contexte aujourd'hui, mais William T., sur l'aspect politique, cette manifestation, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'avait initiée déjà au mois de juillet. Est-ce que c'est celui qui joue le plus gros, peut-être, sur la réussite populaire de cette manifestation ? De toute façon, il peut tenter. À chaque fois, il joue chaque année il perd, et puis après, chaque année, il recommence. Les Français l'ont envoyé à la retraite à l'occasion des élections présidentielles et législatives, et Papy fait de la résistance pour le 3e tour. Et puis quand il perdra le 3e tour, il viendra pour un 4e tour et un 5e tour. Le sujet essentiel, c'est qu'est-ce que c'est que Jean-Luc Mélenchon et qu'est-ce qu'il défend concrètement. Jean-Luc Mélenchon incarne le parti du désordre parce qu'il ne vit uniquement sur la question du désordre. C'est un professionnel pour aller foutre le bordel partout où il passe. Dans les partis politiques, au Parti socialiste, ils l'ont jeté dehors. Hollande et compagnie l'ont jeté dehors comme un malpropre parce qu'il faisait n'importe quoi et qu'il cassait le Parti socialiste. Chez les communistes, au départ, ils faisaient alliance avec eux et puis après, ils l'ont foutu dehors aussi parce qu'ils en voulaient pas et que Fabien Roussel n'a même pas voulu faire alliance avec lui. Et finalement, ils l'ont fait, mais à reculons, comme on le dit. Et puis au final, maintenant, il a un parti de désordre dans la mesure où la NUPES est désorganisée et chacun utilise les affaires de l'autre pour se taper dessus. Et Jean-Luc Mélenchon essaie de faire croire aux Français qu'il défend les salariés, mais est-ce qu'une seule fois en 40 ans de carrière de vie politique, Jean-Luc Mélenchon a défendu un seul salarié? Est-ce qu'en 40 ans de vie politique, Jean-Luc Mélenchon a défendu un seul travailleur populaire? Il parle de front populaire. Ce n'est ni un front et c'est ni populaire, dans la mesure où ils sont désorganisés et il n'y a pas un seul électeur populaire parce qu'il n'y a que des bourgeois qui viennent en fait venir casser à Paris parce que c'est le passe-temps du dimanche et c'est leur prétendant de révolution parce qu'ils veulent protester contre leurs parents. Et c'est aux Français de subir la rébellion de ces gens-là parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie. Non, c'est ça la question qu'il doit se poser. Jean-Luc Mélenchon fait appel d'ailleurs à cette grève générale mardi prochain. Et il distingue les deux. Il distingue Jean-Luc Mélenchon et la CGTisation. Et il dit qu'on est en voie de CGTisation. Ça veut dire que la CGT est plus importante que Jean-Luc Mélenchon. Et c'est-à-dire qu'il hiérarchise la priorité entre la CGT... Et Jean-Luc Mélenchon essaie pourtant d'adhérer au mouvement actuel de la CGT. Oui, mais il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, Gabriel Attal, il sait que Macron est impopulaire. Mais donc, ce qu'il met en avant, c'est des types qui sont encore plus impopulaires que Macron, donc Jean-Luc Mélenchon et la CGT actuellement. Et c'est comme ça qu'ils s'en sortent à chaque fois. C'est qu'en fait, le macronisme ne tient uniquement par rejet, soit de Marine Le Pen, soit par rejet de Jean-Luc Mélenchon. Le sujet essentiel pour savoir si le gouvernement sera affaibli ou pas, c'est est-ce que les classes populaires, la France périphérique et la France rurale va se mobiliser ou pas. Et c'est ça le sujet essentiel de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça que l'intervention du Gilet jaune en voix de Sandrine Rousseau est très intéressante. C'est qu'en fait, on voit qu'une déconnexion à la fois, comme l'a dit Benjamin Morel, entre les élites des LFI et les élites des Verts et leurs électeurs. Et surtout, et c'est ce qu'on a vu lors des raffineries, un décalage entre les élites syndicales et les salariés, et encore plus si vous êtes chômeur. Parce qu'en fait, ces personnes-là, donc les élites politiques, les élites syndicales, défendent des intérêts qui sont très sectoriels. Jean-Luc Mélenchon, il fait quoi? Il fait un coup politique, la vie chère, l'inaction politique. Ils s'en foutent, c'est ça la vérité. Le seul sujet qu'il a, c'est de faire tomber le gouvernement Macron. Il aurait pu insulter la manifestation, faites tomber le gouvernement Borne et provoquer une dissolution de l'Assemblée. C'est ça son véritable motif. La vie chère, c'est pas son problème. C'est-à-dire que plus la vie sera chère, plus il sera content et plus il s'applaudira devant un miroir en disant tiens, ça se trouve, on peut passer à 50 000 manifestations dimanche. Et la CGT, c'est exactement pareil. Ils s'en contrefichent des salariés réels, parce qu'en fait, ils manifestent uniquement pour les salariés des raffinés, et surtout, c'est le point essentiel, c'est qu'ils s'en foutent de tout ce qui est des personnes qui sont au chômage. Et c'est ça le sujet essentiel, c'est qu'en fait, vous avez des personnes qui dirigent, qui ne défendent pas l'intérêt des véritables gens. Et les gens qui sont à la France périphérique, la France rurale, les petites retraites, les électeurs populaires, et même, vous l'avez dit, certains électeurs Jean-Luc Mélenchon, comme le Uber, etc., ne sont pas défendus dans cette manifestation. Et donc, quel est leur intérêt d'aller manifester dans la mesure où ils donneraient de la force à Jean-Luc Mélenchon, à la CGT, non pas pour qu'ils négocient pour eux, mais pour qu'ils négocient leurs propres intérêts. Jean-Luc Mélenchon en vue d'une éventuelle dissolution et la CGT en vue d'élections professionnelles. Et rarement, peut-être même jamais, le pouvoir d'achat des Français n'a été autant malmené qu'il l'est actuellement, avec des perspectives qui nous inquiètent particulièrement. Et ça va être de pire en pire, parce que la France se dirige petit à petit comme un pays du tiers-monde, et qu'au final, on a menti aux Français depuis 40 ans. La date clé, c'est la date de 1980, c'est-à-dire qu'on avait promis le grand soir, notamment avec l'élection de François Mitterrand, on avait dit ça va être la grande révolution, les Français vont devenir de plus en plus riches, on va augmenter les impôts, comme le préconise M. Morel, on va augmenter les dépenses publiques de façon illimitée. J'ai pas dit ça. Et au final, les Français sont de plus en plus... Faut agir sur la dette, M. T. Les Français sont de plus en plus pauvres. Les Français sont de plus en plus pauvres parce qu'on leur a menti. On leur a dit que ce qui posait problème est que la France souffrait d'un excès de libéralisme, mais la vérité, c'est que la France souffre d'un excès de socialisme. Chaque année, les dépenses augmentent. Chaque année, les impôts augmentent. Et chaque année, le nombre de pauvres
augmente aussi. Il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de Français qui sont en précarité, il y a de plus en plus de Français qui font appel aux aides sociales, il y a de plus en plus de Français qui font appel à la solidarité nationale, la solidarité locale, voire religieuse dans certaines régions de France. Et ça, par rapport à ça, on vous dit, c'est comme le communisme. Si ça marche pas, il faut encore plus de communisme. Là, il faut encore plus de socialisme, il faut encore plus exploser les dépenses. Et au final, les Français se disent quoi ? On paye de plus en plus, on devient de plus en plus pauvre. Et ceux qui vont protester, c'est lors de la crise des Gilets jaunes, c'est la classe moyenne qui devient le nouveau tiers-État, parce qu'en fait, les riches payent de moins en moins dans le cadre de la mondialisation, parce que de toute façon, ils peuvent optimiser leurs impôts. Les pauvres ne plaient plus parce qu'ils vivent uniquement sous assistance, c'est ce qu'on appelle l'assistanat. Et au final, vous avez ce qu'on appelle le tiers-État, qui est la classe moyenne, qui paye pour tout le monde, qui n'a rien à dire, qui ne peut ni profiter des aides sociales, qui n'est ni assez riche pour pouvoir profiter des avantages, qui eux souffrent, qui eux ne vont pas manifester, qui eux doivent aller travailler et qui eux vont subir les coûts. Parce que les personnes ont raison, ça veut dire que tous les impacts des manifestations de Mélenchon et compagnie, ça va être payé par quelqu'un et ça va toujours être les mêmes Français qui travaillent, qui se taisent depuis 40 ans et qui attendent le grand changement. Non pas des élites politiques, mais un changement de direction du pays pour eux et pour améliorer leur niveau de vie. 400 casseurs ne correspondent pas au fait que des millions de Français ne bouclent plus leur budget. À chaque fois, c'est toujours les mêmes 400. C'est-à-dire que vous étiez présent lors des Gilets jaunes, il y en avait toujours 400 environ. Oui. Moi, je pense que c'est essentiel. Monsieur Castaner a une responsabilité, Monsieur Lallemand peut citer tous les préfets. Le sujet essentiel, c'est pas de commenter les dégradations ou pas, c'est de savoir comment on fait pour traquer ces personnes-là et pour les mettre hors d'état de nuire. Et je pense que le sujet essentiel, c'est qu'il faut qu'on qualifie les choses véritablement. Oui. Quand vous utilisez la violence à des fins politiques, comment ça s'appelle en termes de définition juridique, en termes de droit international ? Ce sont des terroristes. Et pour que les Français et pour que les forces de l'ordre puissent les appréhender de façon préventive, il faut les qualifier comme des terroristes pour les mettre hors d'état de nuire. C'est ça le sujet essentiel. Et pourquoi en fait sur le pouvoir d'achat ? Sur les black blocs, chaque année on répète les mêmes sujets. Comment on fait pour augmenter le pouvoir d'achat ? Comment on fait pour arrêter les black blocs ? C'est qu'en fait on raisonne. Comment fait-on pour les appréhender aussi peut-être ? On va y arriver. Oui. Le seul sujet c'est en fait est-ce qu'un dirigeant aura le courage de sacrifier sa cote personnelle et sa sympathie personnelle pour faire don de sa personne pour régler le véritable problème des Français. Et c'est ça le sujet essentiel. Tant que vous ne changez pas de cadre, vous n'y arriverez pas. Non. Quand vous dites avec les black blocs, ah oui, mais les règles juridiques actuellement ne conviennent pas. Mais si les règles juridiques ne conviennent pas, il faut les changer. Et je pense que le sujet essentiel, c'est que le seul moyen en France de pouvoir appréhender les gens de façon préventive, c'est de qualifier les gens comme des associations terroristes. William T, quel est le rapport entre les cégétistes qui sont très présents sur le terrain et qui font leur travail, en tout cas qui essaient d'accomplir une mission, et les gens que l'on voit dans la rue qui sont des fauteurs de troubles ou qui sont en train de manifester et qui s'entremêlent avec les forces de l'ordre et avec des black blocs notamment. On s'y perd un peu en termes de lisibilité, c'est très compliqué. En fait, il y a une grande alliance d'intérêts, c'est une sorte de convergence d'intérêts, ils sont alliés objectifs, même s'ils ne sont pas alliés dans les faits, il n'y a pas de pacte d'alliance entre les syndicats et les casseurs, et souvent les syndicats ont fait en sorte de dégager les casseurs pour ne pas avoir, ils ont un grand service d'ordre, notamment la CGT. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu venir aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils n'en voulaient pas de Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon, lui, par contre, est beaucoup plus flou sur les troubles, et il n'a jamais dénoncé tout ce qui était cassage, black blocs, Antifa, etc. Je pense que le sujet essentiel, c'est celui qu'a montré Benjamin Cauchy, c'est la question du carburant. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon, la CGT et tous ceux qui se battent contre la vie chère ne se battent pas pour la prolongation de la remise de 30 centimes sur le carburant du gouvernement et des 20 centimes remis par Total ? Pourquoi est-ce que la CGT ne demande pas à Total de utiliser une partie des super profits pour prolonger la baisse des remises des 20 centimes s'ils veulent aider vraiment les salariés qui se battent contre la vie chère ? Parce que quelqu'un qui se bat contre la vie chère, il a besoin de sa voiture pour aller travailler. Souvent, quelqu'un qui a besoin de sa voiture pour aller travailler, il vit dans une zone périphérique ou dans une zone rurale. C'est-à-dire qu'il ne vit pas en métropole, c'est-à-dire qu'il est plus pauvre que quelqu'un qui habite en métropole. Et en plus, il a besoin de sa voiture pour aller travailler. Et en plus, s'il n'a pas de voiture, et du coup, il perd son seul capital qui est son moyen financier. Il n'a pas les moyens d'avoir des loisirs ou de faire des activités du quotidien. Et c'est ça le sujet essentiel. C'est quel est le meilleur moyen pour lutter contre la vie chère ? Est-ce que le meilleur moyen pour lutter contre la vie chère, c'est de manifester avec la CGT et avec Jean-Luc Mélenchon et bloquer un pays alors qu'on est déjà en récession et en crise économique ? Ou est-ce que le meilleur moyen, c'est de trouver des solutions pour permettre une amélioration durable du pouvoir d'achat des Français ? Vont-ils prendre la France en otage ? Je pense qu'ils prennent la France en otage parce qu'en fait, ce sont les salariés protégés et inclus qui bloquent pour leurs intérêts personnels et non pas pour les intérêts de l'ensemble de la population. Je pense que ça aurait pu se défendre si par cas, admettons, ils se défendent contre la réforme des retraites ou la loi travail à l'époque de la loi El Khomri qui avait provoqué les pénuries de carburant. Mais là, ils ne sont pas sur ce sujet-là. Ils sont sur les questions d'augmentation et la Torsiction en avait parlé. Les cheminots ont déjà obtenu 6% en juin dernier. Et en fait, Total avait déjà proposé 6% aux raffineurs. Et sur l'ensemble de ces sujets-là, c'est les salariés dits protégés, ce qu'on appelle inclus, qui sont certains d'avoir un job dans la mesure où ils ont un métier dit essentiel, à la différence des autres métiers
métiers dits manuels, comme les serveurs, les personnes qui travaillent dans les usines, etc. Et eux aussi, ils manifestent. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir concrètement ? Et c'est ça le sujet essentiel, c'est qu'en fait, vous avez une grande arnaque en France qui repose sur les 2 piliers qui ont coulé le pays. Les premiers, c'est les syndicats, qui en fait ont privilégié le court terme par rapport au long terme. Et quand vous privilégiez le court terme et augmentation de salaire, à un moment donné, l'augmentation de salaire, ça ne se décrète pas comme ça. Il faut qu'il y ait une amélioration de la compétitivité économique. Sinon, ils vont obtenir une augmentation de salaire, mais de toute façon, dans 5 ans, ils vont pointer aux assédiques. C'est ça la vérité qu'on n'a pas dit aux Français. À chaque fois, ça se passe sur la même chose. Vous prenez chaque mouvement social, ils se sont battus pour augmenter les salaires dans une usine. L'usine n'avait pas le choix, donc ils voulaient continuer à travailler. Ils ont donné une augmentation de salaire. Et 5 ans après, on dit « Ah, on manifeste parce que contre la fermeture de l'usine ». Et ensuite, après, il y a les deuxièmes arnaqueurs, et je rejoins Benjamin Cauchier et Benjamin Morel, c'est les ayatollahs verts. Ceux-là, ils nous ont raconté n'importe quoi depuis le protocole de Kyoto. Ils nous ont dit globalement, il faut mettre le paquet sur le renouvelable. Et il y a des études qui sont sorties. Si la France n'avait pas dépensé sur les éoliennes, les panneaux solaires ou je ne sais quoi, les vélos ou les trucs inclusifs, on aurait eu des centrales nucléaires qui... Comme quoi il n'y a pas d'inaction climatique finalement alors. Des choses ont été faites, William. On attend les surmilots. Mais le sujet essentiel, c'est que si on avait dépensé cet argent, on aurait eu assez d'argent pour avoir un parc nucléaire complet, et donc du coup, on n'aurait pas eu d'augmentation du prix de l'électricité, et en plus, on aurait pu lutter contre les effets du dérèglement climatique, sur les questions d'inondation, etc. Et il y a un autre point sur les ayatollahs, c'est qu'en plus, non seulement ils nous posent des problèmes chez nous, mais en plus à l'étranger, ils nous posent des soucis aussi. Il y a ceux qui taguent et qui jettent de la soupe sur des tableaux, et en plus, il y a les Verts allemands qui, à cause du marché européen de l'électricité, ont multiplié notre facture d'électricité par 6 ou par 8. Donc non seulement les Français doivent payer les erreurs des ayatollahs verts en France, et en plus ils doivent payer les ayatollahs verts en Europe et en Allemagne.